C'est l'image du jour. On va la voir. L'image du jour en Irak. Des Hummers américains en route vers Bagdad, conduits par des djihadistes de l'organisation terroriste pour un État islamique en Irak et au Levant. Des images qui passent mal ce soir aux États-Unis. 8 ans de guerre, 1000 milliards de dollars dépensés, près de 4500 djihadistes tués. Tout ça pour ça. On va en parler avec Pierre-Jean Louisard. Bonsoir, chercheur au CNRS, spécialiste de l'Irak et auteur de ce livre Histoire politique du clergé chiite chez Fayard. Et puis avec nous aussi Laurence Haïm. Bonsoir Laurence, notre correspondante pour iTélé accréditée à la Maison-Blanche. La Maison-Blanche justement, où Barack Obama a réagi ce soir. Il n'exclut pas des frappes aériennes pour aider l'armée irakienne en déroute. Écoutez. Iraq's going to need more help. It's going to need more help from us, and it's going to need more help from the international community. So my team is working around the clock to identify how we can provide the most effective assistance to them. I don't rule out anything because we do have a stake in making sure that these jihadists are not getting a permanent foothold in either Iraq or Syria. Retour à la case départ, en quelque sorte, le coup est dur pour Obama, Laurence. Oui, c'est dur. Parce qu'il voulait sortir de l'Irak, il va peut-être être obligé d'intervenir à nouveau. Et ce n'est pas d'un seul pays dont on parle maintenant, c'est l'Irak et aussi la Syrie. Donc c'est très inquiétant pour la Maison-Blanche. La phrase qu'il faut retenir de Barack Obama qu'on vient d'entendre, qu'il ne dit jamais rien au hasard, c'est « je ne m'exclus rien », c'est-à-dire toutes les options sont possibles, y compris l'option militaire. Et ce qui est très intéressant, après l'extrait qu'on vient de voir dans le bureau ovale, Barack Obama a de nouveau fait appel à la communauté internationale. Donc encore une fois, les États-Unis confrontés à une crise qui demande à la communauté internationale de les aider à gérer la crise. On a l'impression que ça s'est répété de multiples fois. C'est la méthode de communication et de politique étrangère de Barack Obama. Pierre-Jean Louisard, on peut imaginer une intervention militaire par des frappes aériennes, par exemple, des États-Unis qui reviendraient sur ce terrain-là? Alors en général, quand les Américains en appellent à la communauté internationale, ça signifie qu'ils ne savent pas quoi faire. Et c'est effectivement le cas. Des frappes aériennes contre les djihadistes seraient le meilleur service qui leur serait rendu, parce que ça les ferait apparaître aux yeux de l'opinion musulmane comme les vrais adversaires du puissant américain. Ouais. Et ça ferait apparaître les chiites, ce qui est dans la rhétorique djihadiste traditionnelle, comme des alliés des Américains. Donc c'est peut-être aussi ce que cherche l'État islamique en Irak et au Levant. Et à mon avis, il y a peu d'options. Autant les États-Unis que les États voisins sont totalement impuissants face à un mouvement qui est totalement libre de ses mouvements et inféodé à aucun État. On va regarder la carte de la progression de ces djihadistes depuis quelques jours maintenant. Ils sont ce soir aux portes de l'Irak. On a appris tout à l'heure que 2 quartiers au nord de Bagdad avaient été pris par les insurgés. Est-ce que ce territoire qu'ils sont en train de dessiner à cheval entre la Syrie et l'Irak peut être pérenne, ou est-ce qu'il peut être perdu aussi vite qu'il n'a été conquis en quelques jours? Alors, on entend souvent dire avancée fulgurante des djihadistes, comme si on avait affaire à une armée étrangère qui envahissait l'Irak. Non, ce n'est pas le cas. Ce sont des habitants de Mossoul qui ont pris le contrôle de Mossoul, des habitants de Tikrit qui ont pris le contrôle de Tikrit, et maintenant on voit que les habitants sunnites qui sont demeurés dans Bagdad malgré l'épuration confessionnelle du fait du régime de Nouri el-Maliki tentent à leur tour de prendre leur revanche sur une guerre qu'ils ont perdue donc en 2008 au moment où les chiites les ont très largement expulsés de la capitale. Donc ça n'est pas un groupe terroriste qui met la main sur une région. D'ailleurs, comment ça serait possible? C'est un soulèvement populaire et c'est la manifestation de l'échec de Nouri el-Maliki, et au-delà de Nouri el-Maliki, c'est l'échec, le naufrage d'un système politique que les Américains ont légué aux Irakiens. Et donc un soulèvement populaire avec les armes qu'ils prennent à l'armée irakienne, qui sont des armes américaines. Évidemment, ça passe mal aux États-Unis, ce qui explique aussi que Barack Obama a hésité longtemps à honorer les contrats. Il y a eu, je crois, pour plusieurs milliards, des hélicoptères qui ont été vendus, qui ne sont toujours pas arrivés. Est-ce qu'au fond, il n'a pas un peu trop tardé quand même à les livrer, ces matériels, parce que ça aurait pu les aider là pour le coup? Ce qui est très intéressant, c'est que tous les gens qui n'aiment pas Barack Obama en matière de politique étrangère vont dire à propos de la crise irakienne, voilà encore un ratage de Barack Obama. Moi, je ne suis pas ambassadeur de Barack Obama, je suis journaliste et je suis la manière dont Barack Obama gère sa politique étrangère. Il voulait se retirer de l'Irak. C'était quelque chose qui était extrêmement important pour lui en raison des 100 000 jeunes soldats qui rentrent dans les petites villes américaines, qui sont handicapés. L'Irak a été un traumatisme pour la nation américaine et il est hors de question pour les Américains
de manière terrestre de réentrer pour le moment en Irak. Par contre, il doit maintenant faire face à une crise extrêmement importante, gérer cela. Les Irakiens, les diplomates irakiens à Washington sont furieux contre Barack Obama. Ils n'arrêtent pas de dire que les Américains ne les ont pas écoutés. Les Américains rétorquent, on a fourni beaucoup d'argent. C'était aux Irakiens de prendre leur destin en main. Ils n'ont pas réussi. Bref, c'est un échec total, un échec des Américains qui, pour le moment, n'arrivent pas à fournir des armes et à trouver des appuis dans cette partie sensible du monde. Et pour les Irakiens, eh bien, encore une fois, la violence avec toutes les conséquences qu'on connaît. Alors, vous le disiez, vous avez raison de le rappeler, Barack Obama a hérité cette situation. On va revoir une photo qui va rappeler quelques souvenirs. C'était le 1er mai 2003. George Bush, qui était alors le président, qui était entré en guerre sur ce porte-avions. Mission accomplie, disait-il. Alors, c'était déjà un petit peu vite, aller vite en besogne, parce que je vous rappelle quand même que la guerre aura duré 8 ans. Mais aujourd'hui, vous diriez que tout cela, c'est le résultat finalement que l'on paye de cette politique de George Bush avant Barack Obama ? Oui, les Américains n'ont pas préparé l'après-chute de Bagdad. Et pour tous les gens qui étaient sur le terrain en Irak à ce moment-là, par exemple, il y a plein de choses qui se sont passées, qui n'étaient pas du tout prévues. Ça a été terrible. Au départ, quand les Américains sont arrivés en 2003 à Bagdad, les Irakiens attendaient beaucoup. Ça ne s'est pas passé. Il y a eu, par exemple, dans la capitale de Bagdad, pendant des mois et des mois, pas d'électricité, alors que sous Saddam Hussein, les habitants avaient l'électricité. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Et donc, il y a les Américains qui, d'une certaine manière, quand ils sont arrivés en Irak, n'ont pas rempli leur rôle. Maintenant, Barack Obama, lui, voulait désengager les Américains de cette partie du monde, comme je vous le disais il y a quelques instants. Et maintenant, c'est le chaos absolu. Personne ne sait ce que ça va devenir. Et ce qui est très intéressant, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que dans la crise actuelle, il y a quand même la Syrie derrière. Il y a une volonté commune des djihadistes de lutter, comme vous l'avez dit, contre l'Amérique et peut-être à travers cette crise irakienne d'unifier les djihadistes dans un combat contre l'Amérique. Pierre-Jean Huizard. On voit que le grand dilemme des Américains, c'est de savoir qui soutenir. Parce que est-ce qu'il est encore viable de soutenir le gouvernement de Nouri al-Maliki, qui peut très bien vivre ces dernières semaines? Les djihadistes sont aux portes de Bagdad. Il a été incapable de décréter l'état d'urgence parce que le Parlement n'avait pas le quorum suffisant. Incapable aussi d'associer les chiites dans la gestion du pouvoir. Les sunnites. Les sunnites, pardon, oui. Dans la gestion du pouvoir. Alors, Nouri al-Maliki n'a pas su intégrer les sunnites au système politique, mais il ne le pouvait pas, justement parce que le système politique que les Américains lui ont légué était basé sur des allégeances communautaires, ethniques ou confessionnelles, kurdes, chiites et sunnites, et que le propre de ce type de système, c'est qu'il y a toujours des exclus. Et les Américains ont pris les exclus de l'ancien système, les chiites et les kurdes, pour fonder un nouvel État. Mais l'État, il y a un gouvernement, mais il n'y a pas d'État. Au-delà de cette question irakienne, pardon Laurence, parce qu'il nous reste un peu de temps et il y a un son que je voudrais vous faire entendre, c'est quelque part quand même 10 ans de politique américaine qui est en question dans cette région. Ça avait commencé en Afghanistan, on s'en souvient. Écoutez, Barack Obama, c'était en mars 2009. We have a clear and focused goal to disrupt, dismantle and defeat Al-Qaeda in Pakistan and Afghanistan, and to prevent their return to either country in the future. That's the goal that must be achieved. That is a cause that could not be more just. And to the terrorists who oppose us, my message is the same. We will defeat you. Au regard de cette promesse qui était si importante pour les Américains, on se souvient des attentats, quel échec aujourd'hui. Oui, vous avez raison de le souligner. C'était la règle des 3D, de la Maison-Blanche, avec ce message qu'on vient d'entendre qui était répété en permanence depuis l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche, détruire, démanteler, vraiment déranger Al-Qaïda. Est-ce que ça a été le cas? C'est à chacun de répondre. Ce qui va être très intéressant dans la crise actuelle, c'est d'observer les sondages. Et la Maison-Blanche va observer de très près les sondages de l'opinion publique américaine. L'opinion publique américaine, 10 ans de guerre après le 11 septembre, plus que la guerre du Vietnam, en Afghanistan, en Irak. Et maintenant, ça n'a pas marché avec Barack Obama qui dit qu'il va falloir peut-être des frappes aériennes avec des drones. Est-ce que l'opinion américaine va soutenir le président là-dessus? Et quel est l'avenir de l'Irak par rapport à ce que les Américains décideront? Ce seront les questions. Pierre-Jean Huizard, sur ce risque, cette menace mondiale terroriste qui avait justifié l'intervention en Afghanistan, qui avait justifié beaucoup d'interventions américaines, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que de fait, c'est cette intervention américaine qui permettra demain la création de cet État
terroriste à cheval entre la Syrie et l'Irak? Alors, il est vrai que le fait que les Arabes sunnites d'Irak se soient donnés au diable, si l'on peut dire, à Al-Qaïda ou à un groupe issu d'Al-Qaïda, est directement issu de l'échec des Américains à faire ce qu'ils avaient dit qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire un modèle de démocratie dans la région. Au lieu de ça, on le voit, l'État irakien n'existe plus, les Irakiens se massacrent allègrement les uns les autres, et un tiers du pays est désormais sous le contrôle des groupes dont les Américains prétendaient débarrasser l'Irak. Donc l'échec est total. Les Américains les plus cyniques disent quand même qu'ils contrôlent le pétrole et que c'était important pour eux. Merci. Mais la question pétrolière pourrait ressurgir aussi parce qu'effectivement, il s'approche aussi de ces zones pétrolières. Et là, on sait que quand on touche au pétrole, on touche aux intérêts stratégiques des Américains. Vous avez raison de le rappeler. Merci Laurent Saïm. Merci Monsieur Luizard d'être venu nous faire ce décryptage ce soir sur cette situation hautement sensible, vous l'avez compris, dans un pays dont on a parlé depuis de nombreuses années et qui revient ce soir sur le devant de la scène. Vous restez avec nous juste après la pause. Un nouveau journal.